Mon mari a emmené ma sœur dans un voyage de luxe et m'a laissé derrière pour être aide-soignante. Profite bien de tes corvées, disait le mot. J'ai pleuré de désespoir jusqu'à ce que ma grand-mère sénile se lève, me tende une carte noire et dise « Sèche tes larmes, Valérie. Je viens de geler leur compte bancaire. Que les jeux commencent. Bonjour à tous. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant que je commence mon histoire, prenez une tasse de thé chaud et installez-vous confortablement. J'adorerais savoir à quelle heure de la journée vous regardez cette vidéo. S'il vous plaît, commentez M4 pour matin, A4 pour après-midi, ou S4 pour soir. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette histoire. La pluie martelait le pare-brise de ma berline si fort que je pouvais à peine voir le panneau de sortie pour Oak Creek. C'était un de ces orages du Midwest qui semblent personnels, comme si le ciel essayait de correspondre à la tourmente dans votre propre tête. Je serrais le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, priant simplement pour ne pas faire d'aquaplanage et finir dans un fossé. Je n'étais pas censé être ici. J'étais censé être à Cleveland pour 2 jours de plus à négocier un contrat pour l'entreprise de logistique de mon mari, mais le client avait annulé à la dernière minute, reportant au mois prochain. Au lieu de rester dans une chambre d'hôtel solitaire, j'avais décidé de conduire 5 heures à travers cette mousson pour surprendre ma famille. J'ai pensé à Richard. J'ai pensé à quel point il avait été stressé dernièrement, se plaignant toujours de son dos, des employés, de l'argent. J'ai pensé qu'un repas surprise fait maison pourrait lui remonter le moral. J'avais même un petit cadeau pour ma sœur, Glenda, qui vivait avec nous depuis 3 semaines parce qu'elle traversait une période difficile après une énième rupture. Et bien sûr, j'étais inquiète pour grand-mère Betty. La grand-mère de mon mari vivait avec nous, et sa démence s'aggravait. Je détestais la laisser avec Richard et sa mère, Doris, parce que je savais qu'ils la considéraient comme un fardeau. Je me suis garé dans l'allée, le gravier crissant sous mes pneus. La maison était sombre. Pas seulement obscure, mais complètement plongée dans le noir. Mon estomac s'est noué. Il était 7 heures du soir un mardi. Richard devrait être en train de regarder la télévision. Ma belle-mère, Doris, devrait être dans la cuisine à se plaindre de quelque chose. Glenda devrait être affalée sur le canapé, faisant défiler son téléphone. J'ai couru sous la pluie jusqu'au porche, cherchant mes clés à tâtons. Le vent me fouettait les cheveux sur le visage, me piquant les yeux. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. Le silence m'a frappé plus durement que la tempête dehors. Il faisait froid. Le thermostat avait été baissé beaucoup trop bas. Richard, ai-je appelé. Ma voix a résonné dans le couloir. Glenda? Doris? Rien. Je suis entré dans la cuisine, allumant la lumière. Les comptoirs étaient impeccables, ce qui était le premier signe que quelque chose n'allait pas. D'habitude, quand je rentrais de voyage, l'évier était rempli de vaisselle parce que personne d'autre dans cette maison ne savait comment remplir un lave-vaisselle. Mais aujourd'hui, c'était propre. Trop propre. Puis je l'ai vu. Un morceau de papier de cahier ligné posé au centre de l'îlot de cuisine, maintenu par la salière. Mon cœur s'est mis à battre contre mes côtes. Je me suis approché et je l'ai ramassé. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de Richard. C'était griffonné à la hâte, comme s'il était pressé de finir de l'écrire et de partir. Valérie, disait le mot, Glenda a été très déprimée dernièrement. Elle a besoin d'une pause. Maman et moi avons décidé de l'emmener à Hawaï pour une semaine pour lui remonter le moral. Nous avons utilisé la carte de l'entreprise pour le vol, car c'est techniquement une dépense de cohésion d'équipe. On ne voulait pas te déranger pendant que tu travaillais. Tu es la personne responsable, donc nous savions que ça ne te dérangerait pas de tenir le fort. Grand-mère Betty est sur le canapé. Nous lui avons donné ses médicaments à midi. Profite du calme. On se voit dimanche. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Hawaï. Mon mari avait emmené ma sœur à Hawaï avec sa mère. Et il ne me l'avait pas dit. Ils avaient attendu que je sois hors de la ville, travaillant pour payer leur style de vie, et puis ils étaient partis. Dépenses de cohésion d'équipe. C'était un mensonge. Glenda ne travaillait pas pour l'entreprise. Elle ne travaillait nulle part. J'ai senti une bouffée de chaleur monter le long de mon cou, un mélange d'humiliation et de rage. Il m'avait encore laissé derrière. J'étais l'épouse. J'étais celle qui gérait les comptes de l'entreprise. J'étais celle qui cuisinait les repas et payait les factures.
Mais quand venait le moment des vacances, j'étais celle qu'on laissait derrière pour changer des couches pour adultes et nourrir grand-mère Betty à la petite cuillère. Profite bien de tes corvées, me suis-je murmuré, froissant le mot dans mon poing. Nous avons emmené ta sœur à Hawaï. La trahison ne concernait pas seulement le voyage. C'était le secret. C'était le fait que ma sœur, mon propre sang, ne m'avait pas envoyé un seul message. Elle était probablement en train de siroter un métail en ce moment même, en riant avec mon mari. J'ai laissé tomber mon sac par terre et je me suis affaissé contre les placards. Les larmes sont venues, chaudes et rapides. Je me sentais si petite, si exploitée. J'avais passé 15 ans à construire cette vie, à bâtir l'entreprise de Richard, à essayer de plaire à sa mère impossible, à essayer d'aider ma sœur chaotique. Et c'était ma récompense. Une maison vide et une liste de corvées. J'ai enfoui mon visage dans mes mains, laissant échapper un sanglot qui sonnait rauque dans la cuisine vide. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Je me noyais dans mon propre salon. Soudain, une main a touché mon épaule. J'ai sursauté, cherchant de l'air, et je me suis relevé en vitesse. Je me suis retourné, m'attendant à voir un intrus. C'était grand-mère Betty qui se tenait là. Elle portait sa chemise de nuit à fleurs, ses cheveux blancs détachés sur ses épaules. Mais elle n'était pas voûtée. Elle ne me regardait pas avec ce regard vide et confus auquel je m'étais habitué au cours des 3 dernières années. Elle se tenait droite. Le menton haut, et ses yeux bleus, étaient vifs, clairs, et brillaient d'une intensité que personne n'avait vue depuis une décennie. Elle a regardé le mot froissé dans ma main, puis mon visage strié de larmes. « Grand-mère » ai-je balbutié, en essuyant mes yeux. Je pensais que tu dormais. Tu avais besoin d'eau? Tu sais qui je suis. Elle a tendu la main et a pris le mot de ma main. Elle l'a lissé sur le comptoir, l'a lu une fois, et a laissé échapper un petit rire sec. Je sais exactement qui tu es, Valérie, a-t-elle dit. Sa voix ne tremblait pas. Elle était forte. Et je sais exactement où ces parasites sont allés. Ma mâchoire est tombée. Grand-mère, tu parles. Tu as du sens. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Sèche tes larmes, petite fille. J'attendais qu'il fasse une erreur aussi grosse. Et par Dieu, ils viennent de nous tendre la pelle pour les enterrer. Je suis resté là, dans la cuisine, paralysé. La tempête faisait toujours rage dehors, mais la tempête à l'intérieur de la maison avait soudainement changé de direction. Grand-mère Betty, la femme à qui je donnais de la compote de pommes à la petite cuillère la semaine dernière, la femme qui me prenait soi-disant pour son infirmière nommée Mildred, me regardait avec l'acuité d'un faucon. Grand-mère, je ne comprends pas, ai-je murmuré. Le médecin a dit que ton déclin cognitif était sévère. Tu ne m'as pas reconnu depuis 2 ans. Les gens voient ce qu'ils veulent voir, Valérie, a dit Betty en se dirigeant vers le réfrigérateur. Elle l'a ouvert, a écarté une brique de lait et a atteint un loquet caché tout au fond de l'étagère du bas. Richard voit une vieille femme sénile qui n'est qu'une signature sur un chèque. Doris voit un fardeau. Et toi, tu as vu quelqu'un qui avait besoin de soins. Tu as été la seule à être gentille avec moi quand tu pensais que je n'étais pas là. Elle a retiré une petite clé métallique scotchée sous l'étagère. Viens avec moi, a-t-elle ordonné. Ce n'était pas une demande. Elle m'a conduite dans le couloir jusqu'au petit bureau au fond de la maison. C'était censé être le repère d'homme de Richard, une pièce qu'il gardait fermée à clé parce qu'il prétendait y avoir des documents sensibles de l'entreprise. Je n'avais jamais eu de clé. Betty s'est approchée de la bibliothèque, a sorti un épais volume sur l'histoire navale et a révélé un coffre-fort caché derrière. Elle a utilisé la clé du réfrigérateur. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent. Il y avait un disque dur de haute technologie et une pile de dossiers juridiques. Je suis propriétaire de cette maison, Valérie, a dit Betty en branchant le disque dur sur l'ordinateur de bureau de Richard. Je suis propriétaire de l'entreprise de logistique. Je suis propriétaire du terrain sur lequel elle se trouve. Richard pense qu'il a une procuration parce que j'ai signé des papiers il y a 3 ans quand je suis tombé malade. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la fiducie que l'on a mise en place a une clause de sécurité. Au moment où je pourrais prouver que je suis saine d'esprit, son autorité s'évapore. Mais pourquoi, ai-je demandé, m'enfonçant dans le fauteuil de bureau. Pourquoi faire semblant? Pourquoi les laisser te traiter comme un meuble? Parce que j'avais besoin de savoir, a-t-elle dit, sa voix devenant froide.
J'avais besoin de savoir qui m'aimait et qui aimait mon argent. Et plus important encore, j'avais besoin de savoir ce qu'il faisait quand il pensait que personne ne regardait. Elle a cliqué sur un fichier sur l'écran de l'ordinateur nommé Eleni. J'ai fait installer des caméras cachées dans le salon et la chambre principale il y a 4 ans, juste avant de commencer ma petite comédie, a-t-elle dit. Regarde. Je me suis penché. L'horodatage sur la vidéo datait d'il y a 2 semaines. C'était un mardi vers midi. J'étais au travail. La vidéo montrait mon salon. Glanda était là, portant un de mes peignoirs en soie. Elle riait, tenant un verre de vin. Richard est entré dans le champ. Mon estomac s'est tordu. Il ne faisait pas que lui parler. Il s'est approché d'elle par derrière, a enroulé ses bras autour de sa taille et lui a embrassé le cou. J'ai eu un haut le cœur. J'ai physiquement eu un haut le cœur. Non, ai-je murmuré. Non, s'il vous plaît. C'est ma sœur. Continue de regarder, a dit Betty doucement, posant une main sur mon épaule. Elle est tellement ennuyeuse, Richie, disait Glanda à l'écran. Valérie est si coincée. Quand vas-tu la quitter? Tu as dit qu'une fois que tu aurais le plein contrôle des comptes de la vieille bique, tu mettrais Valérie à la porte. Richard a ri à l'écran. Patience, bébé. La vieille bique, il a fait un geste vers le couloir où se trouvait la chambre de Betty, tient à peine le coup. Une fois qu'elle cassera sa pipe, le fonds en fiducie se débloquera complètement. J'ai besoin que Valérie continue de tenir les comptes jusque-là. C'est la seule qui sait comment tenir le fisc à distance. En plus, c'est une femme de ménage gratuite. Je déteste te partager, a boudé Glanda, se retournant pour l'embrasser sur les lèvres. Mon mari embrassant ma sœur dans ma maison. Pendant que j'étais au travail à gagner l'argent pour acheter le vin qu'il buvait. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. L'air a quitté mes poumons. La trahison était si absolue, si stratifiée que mon cerveau ne pouvait pas la traiter. Ma sœur, ma petite sœur, que j'avais aidée pour ses devoirs, que j'avais sortie de ses dettes, que j'avais réconfortée à chaque rupture. Elle ne restait pas ici pour guérir. Elle restait ici pour voler ma vie. Ils font ça depuis 2 ans, a dit Betty doucement. Juste sous ton nez. Doris le sait aussi. Elle l'encourage. Elle pense que Glanda est plus amusante que toi. Doris le sait, ai-je réussi à articuler. Doris pense que tu es trop ordinaire pour son fils, a dit Betty. Elle veut Glanda parce que Glanda la flatte. C'est un nid de vipères, Valérie, tous autant qu'ils sont. J'ai regardé l'écran, voyant mon mari et ma sœur se moquer de moi, les voyant comploter pour me jeter dehors dès que Betty mourait. La tristesse que je ressentais plus tôt a commencé à s'évaporer. Le chagrin était toujours là, mais il était rapidement consumé par un feu assez chaud pour brûler toute cette maison. Ils ont pris la carte de crédit de l'entreprise, ai-je dit, ma voix tremblante, mais pas de larmes cette fois. Pour aller à Hawaï. Ils ont pris mon argent, a corrigé Betty. Pour célébrer leur traîtrise. Elle a fouillé dans la poche de sa chemise de nuit et a sorti une carte noire et élégante. Ce n'était pas une carte de crédit standard. C'était une carte Centurion, le genre qu'on n'obtient que sur invitation. Ceci, a dit Betty, est lié au compte principal de la fiducie Betty. Le compte qui alimente l'entreprise, la maison, et l'allocation de Richard. Il pense qu'il contrôle le flux. Il est sur le point de découvrir qu'il n'est qu'un robinet que je peux fermer. Elle m'a tendu la carte. J'ai 85 ans, Valérie. Je n'ai pas beaucoup de temps pour les drames, mais j'ai beaucoup de temps pour la justice. Es-tu avec moi? J'ai regardé la vidéo une dernière fois, le sourire narquois de Glanda et le sourire arrogant de Richard. Puis j'ai regardé la carte noire. Qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé. Nous les ruinons, a souri Betty. Mais d'abord, nous les bloquons à l'extérieur. Pour comprendre pourquoi la vidéo de Glanda et Richard m'a si complètement brisé, vous devez comprendre l'histoire. Vous devez comprendre que le fait que Glanda prenne ce qui était à moi n'était pas nouveau. C'était le refrain de toute notre vie. Nous avons grandi dans une petite ville de l'Ohio. J'étais la sœur aînée de 7 ans. Dès la naissance de Glanda, la dynamique a été gravée dans le marbre. J'étais la responsable, la solide, la petite mère. Glanda était la princesse. Elle est née avec de grands yeux bleus et des boucles blondes qui faisaient s'arrêter les étrangers dans la rue. J'avais des cheveux châtains et des lunettes. Mes parents,
que Dieu et leur âme, étaient de bonnes personnes à leur manière, mais ils étaient aveugles. Ils sont tombés dans le piège du syndrome de l'enfant en or. Parce que j'étais capable, ils m'ignoraient. Parce que Glenda était délicate et sensible, ils ont tout investi en elle. Je me souviens de mon 16e anniversaire. J'avais économisé mon argent de poche pendant 2 ans pour acheter une Honda Civic d'occasion à notre voisin. J'en avais besoin pour aller à mon travail à temps partiel à la bibliothèque. Le matin de mon anniversaire, mon père m'a fait asseoir. Il avait l'air peiné. « Valérie, chérie, a-t-il dit. Glenda veut vraiment aller à ce camp de cheerleading en Floride. C'est son rêve. Nous sommes un peu à court d'argent ce mois-ci. Puisque tu es si doué pour économiser et que tu peux simplement prendre le bus pour aller travailler, peut-être pourrions-nous utiliser ton fonds pour la voiture pour son camp. Cela signifierait tout pour elle. » Je me souviens de la boule dans ma gorge. Elle avait un goût de cendre. « Mais papa, j'ai travaillé pour cet argent. »« je sais, a-t-il dit. Mais tu es forte, Val. Tu peux supporter le bus. Glenda, elle est fragile. Si elle n'y va pas, elle sera anéantie. Tu ne veux pas que ta sœur soit déprimée, n'est-ce pas? » C'était l'arme qu'ils utilisaient toujours. Le bonheur de Glenda était obligatoire. Le mien était facultatif. Je leur ai donné l'argent. J'ai pris le bus. Glenda est allée au camp, a abandonné après 3 jours parce qu'il faisait trop chaud, et ne m'a jamais remboursé. Mais le pire souvenir, celui qui me réveille encore la nuit, est arrivé quand j'avais 22 ans. J'ai toujours aimé la pâtisserie. C'est mon article. La farine, le sucre, le beurre, ils ont un sens pour moi que les gens n'ont jamais eu. J'avais postulé pour une bourse prestigieuse dans un institut culinaire à Chicago. C'était un pari risqué, mais je l'ai obtenu. Une bourse partielle qui aurait changé ma vie. J'avais $5 000 d'économie pour couvrir le reste des frais de scolarité et de logement. Je suis rentré à la maison en agitant la lettre d'acceptation, éclatant de fierté. Glenda était sur le canapé en train de pleurer. Elle avait 15 ans alors. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé. « Mon nez » a-t-elle gémi. « Il est hideux. Les garçons à l'école m'ont appelé le toucan. Je ne peux pas y retourner. Je vais me tuer. Je le jure. » C'était une bosse. Une minuscule bosse à peine visible sur l'arête de son nez. Ma mère m'a regardé, ses yeux suppliants. « Valérie, elle est hystérique. Elle n'a pas mangé depuis 2 jours. Nous avons trouvé un chirurgien qui peut le réparer, mais l'assurance ne le couvrira pas. C'est $5 000. Je me suis figé. Non, ai-je dit. Non, maman. C'est mon argent pour les frais de scolarité. Je pars pour Chicago dans 1 mois. Comment peux-tu être si égoïste, a crié Glenda, me jetant un oreiller. Tu veux que je sois moche pour toujours? Tu es juste jalouse parce que tu es la grosse sœur. Glenda, arrête, a dit papa faiblement. Mais ensuite il s'est tourné vers moi. Valérie, regarde-la. Elle souffre. Tu pourras toujours aller à l'école de cuisine l'année prochaine. Tu es jeune. Tu peux travailler une autre année et économiser à nouveau. C'est de la santé mentale de ta sœur dont il est question. J'ai regardé mes parents. J'ai regardé Glenda, dont les larmes ont séché instantanément dès qu'elle a senti que je pourrais céder. Je n'arrive pas à croire que vous me demandiez ça, ai-je murmuré. Nous te demandons d'être la grande sœur, a dit maman. S'il te plaît, Val, fais-le pour la famille. Je l'ai fait. Je leur ai donné l'argent. Glenda a eu sa rhinoplastie. Elle avait exactement la même apparence après, mais soudain, elle était assez confiante pour commencer à sortir avec le capitaine de l'équipe de football. Je ne suis jamais allé à l'école de cuisine. La vie s'en est mêlée. Mes parents sont tombés malades, l'économie s'est effondrée, et j'ai dû prendre un travail de bureau pour payer les factures. J'ai enfermé mon rêve de pâtisserie dans une boîte enfouie au plus profond de mon cœur. Et maintenant, 20 ans plus tard, je regardais un écran d'ordinateur, voyant cette même sœur, celle pour le nez de qui j'avais payé, couchée avec mon mari. Elle est tellement ennuyeuse, avait dit Glenda dans la vidéo. Elle est coincée. Je n'étais pas coincé, Glenda. J'étais épuisé. J'étais épuisé par 40 ans à soutenir le ciel pour que tu puisses danser en dessous. Je me suis levé du bureau dans le cabinet de Richard.
Le souvenir de cette bourse perdue brûlait dans ma poitrine, alimentant le feu que Betty avait allumé. Tu sais, ai-je dit à Betty, ma voix dure. Elle a emprunté mes boucles d'oreilles en émeraude préférées pour ce voyage. Je ne les lui ai pas prêtées. Elle les a juste prises dans ma boîte à bijoux. Betty a souri. Eh bien, espérons qu'elle appréciera de les porter pendant qu'elle m'en dira de la monnaie à l'aéroport d'Honolulu. La trahison ne s'est pas arrêtée avec Glenda. Si Glenda était la voleuse de mon enfance, Richard était le voleur de ma vie d'adulte. J'ai rencontré Richard il y a 10 ans. Je travaillais comme chef d'équipe dans une boulangerie industrielle. Pas la pâtisserie chic dont j'avais rêvé, mais ça payait les factures. Richard est entré en tant que client. Il était charmant, habillé de costumes qui semblaient chers de loin mais bon marché de près. Il m'a dit qu'il était le PDG de Art Logistique, un héritage familial. Il parlait de chaînes d'approvisionnement et de portée mondiale avec une telle confiance que j'ai été séduite. J'avais 35 ans, j'étais célibataire et fatigué d'être la personne responsable qui rentrait dans un appartement vide. Richard me faisait me sentir spécial. Il me disait que j'étais intelligente, capable, belle. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. C'est là que le masque est tombé. 2 mois après le mariage, Richard m'a fait asseoir à la table de la cuisine. Il avait l'air pâle. Val, bébé, nous avons un problème, a-t-il dit. L'entreprise, elle ne va pas aussi bien que je l'ai dit. Le comptable a démissionné. Le fisc nous contrôle. Je ne sais pas quoi faire. Je suis bon pour la vue d'ensemble, mais les chiffres, ils me dépassent. Il m'a montré les livres. C'était un désastre. Art Logistique, c'était essentiellement 3 camions et une montagne de dettes. Il n'avait pas payé les charges sociales depuis 6 mois. J'ai besoin de toi, a-t-il dit en me tenant les mains. Tu es si organisé. Tu gérais cette boulangerie parfaitement. Peux-tu juste y jeter un œil? Juste m'aider à réparer le système de classement. Richard, j'ai un travail à temps plein, ai-je dit. Je suis en lice pour une promotion au poste de directrice régionale. Mais c'est notre héritage, a-t-il plaidé. Ma grand-mère a créé cette entreprise. Si elle fait faillite, ça la tuera. Fais-le pour Betty. S'il te plaît, quitte la boulangerie. Je te verserai un salaire une fois que nous serons rentables. Tu pourras être la directrice financière. J'ai regardé ses yeux désespérés. J'ai pensé au mariage, au partenariat. J'ai pensé pour le meilleur et pour le pire. Alors, j'ai quitté mon travail. J'ai sacrifié ma promotion. J'ai retroussé mes manches et j'ai plongé dans le désordre qu'était Art Logistique. Pendant les 5 années suivantes, j'ai travaillé 16 heures par jour. J'ai appris le droit fiscal des sociétés par moi-même. J'ai renégocié des contrats avec des fournisseurs qui étaient sur le point de nous poursuivre. J'ai licencié les chauffeurs paresseux que Richard avait embauchés parce qu'ils étaient ses copains de beuverie. J'ai rationalisé les itinéraires. J'ai modernisé le logiciel de suivi. J'ai sauvé l'entreprise. Je l'ai tiré du bord de la faillite et l'ai transformé en une opération rentable de taille moyenne. Et qu'a fait Richard? Il a acheté une nouvelle BMW. Il a rejoint un club de golf. Il a commencé à aller à des déjeuners d'affaires qui duraient 3 heures. Chaque fois que je demandais mon salaire, le salaire qu'il m'avait promis, il devenait sur la défensive. Val, allons, disait-il. Pourquoi as-tu besoin d'un salaire? Tout ce que j'ai est à toi. Nous sommes mariés. Te mettre sur la liste de paie ne fait qu'augmenter notre charge fiscale. Gardons-le sur le compte de l'entreprise pour pouvoir réinvestir. Je l'ai cru. J'étais stupide, mais je l'ai cru. Je pensais que nous construisions un avenir ensemble. Mais le pire, ce n'était pas l'argent. C'était le mérite. Nous étions à un gala de la Chambre de commerce l'année dernière. Richard recevait un prix pour l'homme d'affaires de l'année. J'étais assise dans le public, applaudissant, portant une robe que j'avais achetée dans un magasin discount parce que Richard disait que nous devions être économes sur les dépenses personnelles. Il est monté sur scène, rayonnant. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien, a-t-il dit à la foule. Il faut du cran. Il faut une vision. Il faut un homme qui n'a pas peur de prendre les décisions difficiles. Il ne m'a pas mentionné. Pas une seule fois. Il n'a pas mentionné que la vision, c'était moi qui restais debout jusqu'à 4 heures du matin pour corriger ses feuilles de calcul.
Il n'a pas mentionné que les décisions difficiles, c'était moi qui licenciais ses amis incompétents. Quand il est revenu à la table, j'ai murmuré, « Tu n'as pas mentionné l'équipe. » Il m'a tapoté la main avec condescendance. « Bébé, ne sois pas comme ça. Les investisseurs veulent voir un leader fort. C'est du marketing. Tu ne comprendrais pas. Tu ne comprendrais pas. » Cette phrase résonnait dans ma tête maintenant que j'étais assise dans le bureau avec grand-mère Betty. Il m'avait dit que je ne comprendrais pas les affaires. Pourtant, j'étais là, la seule raison pour laquelle il n'était pas en prison pour fraude fiscale. Il détournait de l'argent, ai-je dit à Betty, en regardant les relevés bancaires à l'écran. Regarde ses retraits. Des frais de consultation à une société écran dans le Delaware. 5 000 $ par mois qui ont commencé il y a 2 ans. Betty a hoché la tête. Juste au moment où Glenda a commencé à venir plus souvent. Ça a fait tilt. Il ne me trompait pas seulement. Il volait l'argent que je gagnais pour payer la femme qui volait mon mari. Il utilisait mon travail pour financer sa liaison avec ma sœur. J'ai senti un œuf froid et dur se former dans mon estomac. Ce n'était plus de la tristesse. C'était la précision calculée d'un auditeur trouvant une anomalie. Il se prend pour un génie, ai-je dit doucement. Mais il a oublié une chose. Qu'est-ce que c'est, a demandé Betty. Il ne connaît pas les mots de passe, ai-je dit, un sourire sombre se formant sur mes lèvres. J'ai mis en place l'authentification à 2 facteurs pour les comptes de l'entreprise. Tout arrive sur mon téléphone. Les yeux de Betty ont pétillé. Eh bien alors, Valérie, je pense qu'il est temps que tu approuves quelques transactions de ton côté. La trahison n'était pas seulement financière, et elle n'était pas seulement sexuelle. Elle était domestique. C'était la dégradation quotidienne qui était devenue ma normalité. On dit que si vous mettez une grenouille dans de l'eau bouillante, elle saute. Mais si vous chauffez l'eau lentement, elle meurt ébouillantée. J'étais en train de bouillir depuis des années. Vivre avec Richard signifiait vivre avec sa mère, Doris. Quand son mari est mort, Richard a insisté pour qu'elle emménage avec nous. Elle est seule, Val. C'est la chose chrétienne à faire. Doris était une femme qui avait maîtrisé l'art du compliment déguisé. « Oh, Valérie », disait-elle en me regardant laver le sol. « C'est si bien que tu aimes le travail manuel. » J'ai toujours été trop délicate pour ça. Mes mains étaient faites pour le piano, pas pour l'eau de Javel. Ou au dîner. Ce rôti est intéressant. Un peu sec, mais je suppose que les femmes qui travaillent n'ont pas le temps d'apprendre les bonnes marinades. Glenda, ma chérie, passe le sel. Et puis il y avait Glenda. Ma sœur ne venait pas seulement en visite, elle envahissait. Elle passait un vendredi juste pour dire bonjour et restait jusqu'au mardi. Elle traitait ma maison comme un hôtel et moi comme le personnel. Je me souviens d'un dimanche particulier le mois dernier. Il faisait une chaleur étouffante. J'étais dehors dans le jardin à désherber les rosiers de Doris parce qu'elle prétendait que son arthrite la faisait souffrir. Je transpirais, j'étais couverte de terre, j'avais mal au dos. J'ai regardé par la porte-fenêtre dans le salon. La climatisation tournait à plein régime à l'intérieur. Richard était assis dans son fauteuil inclinable à regarder le football. Doris était dans son fauteuil à tricoter. Et Glenda peignait les ongles de pied de Doris. Il riait. Cela ressemblait à un tableau de famille parfait. Le fils, la mère et la belle-fille. Je suis rentré pour prendre un verre d'eau. Les rires se sont arrêtés instantanément. « Oh, Val », a dit Richard, sans détourner les yeux de la télévision. « Pendant que tu es debout, peux-tu me prendre une bière ? Et maman a besoin de plus de thé glacé. » Je travaille dans le jardin depuis 3 heures, Richard, ai-je dit en essuyant la sueur de mon front. Je suis épuisé. Ne sois pas grincheuse, a glapi Glenda, levant les yeux avec un sourire doux et empoisonné. Elle portait un de mes pantalons de yoga, les chers que je m'étais offert comme une gâterie mais que je n'avais jamais le temps de porter. Il lui allait mieux. Nous disions justement à quel point tu as de la chance d'avoir un si beau jardin pour jouer. C'est thérapeutique, non ? Jouer, ai-je répliqué. C'est du travail, Glenda. Contrairement à toi, je ne pense pas que la vie soit de longues vacances. Ouah. Calme-toi, tigresse, a dit Richard en se levant. Il s'est approché et a posé une main sur l'épaule de Glenda, la serrant de manière protectrice. Glenda est une invitée.
Elle traverse une période difficile avec cette rupture. Tu dois être plus solidaire. Tu es toujours si négative ces derniers temps. C'est épuisant. Elle a raison, Valérie, a ajouté Doris, inspectant ses orteils fraîchement peints. Glenda apporte de la lumière dans cette maison. Toi, tu cours toujours partout avec tes feuilles de calcul et ton ménage. Tu rends tout le monde tendu. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? Détends-toi un peu. Je suis resté là, tenant mes gants de jardinage sales, les regardant tous les trois, mon mari protégeant ma sœur, ma belle-mère préférant ma sœur, et ma sœur portant mes vêtements, volant ma place. Je me sentais comme une intruse dans ma propre maison. Je me sentais comme l'appareil moche, ennuyeux et utile qu'il gardait parce qu'il maintenait les lumières allumées pendant qu'il traitait Glenda comme le nouveau jouet brillant. Je suis désolé, ai-je marmonné. Je me suis vraiment excusé. Je suis juste fatigué. Eh bien, va prendre une douche, a dit Richard avec dédain. Tu sens le paillis. Glenda et moi allons chercher une pizza. On te ramènera une part. Ils sont partis ensemble dans sa voiture. Ils ont été absents pendant 3 heures pour aller chercher une pizza. Quand ils sont revenus, ils gloussaient, sentant le parfum cher et le vin blanc. Ils ont dit que la pizzeria était débordée. J'ai mangé ma part de pepperoni froide seul au comptoir de la cuisine pendant qu'ils regardaient un film dans le salon. Maintenant, en regardant les images de sécurité avec Betty, j'ai réalisé exactement où ils étaient allés cet après-midi-là. Ils n'étaient pas allés chercher une pizza. Ils étaient allés au motel sur la route 9. J'ai vu le débit sur le relevé bancaire que Betty a sorti. Starlight Inn, $65. Je me suis excusé auprès d'eux, ai-je murmuré à Betty, tremblante de fureur. Je désherbais leur jardin et je me suis excusé d'être fatigué pendant qu'ils allaient dans un motel. Betty a frappé sa main sur le bureau. Plus d'excuses, Valérie. Doris t'a appelé une servante. Très bien. Voyons comment elle survit quand la servante se licencie elle-même. Richard pense que tu es négative. Montrons-lui à quoi ressemble le négatif quand il est appliqué à son solde bancaire. Ils m'ont traité comme si j'étais invisible, ai-je dit. C'était leur erreur, a répondu Betty. L'invisibilité est un super pouvoir. Tu as tout vu. Tu sais tout. Et maintenant, tu vas l'utiliser. L'horloge du grand-père dans le couloir a sonné 3 heures du matin. Dehors, la tempête était passée, laissant derrière elle un silence lourd et suffocant. À l'intérieur du bureau, l'atmosphère était électrique. Nous avions passé les 4 dernières heures à tout examiner. Betty ne faisait pas seulement semblant d'être démente. Elle avait agi comme une espionne en territoire ennemi. Elle avait des carnets remplis de dates, d'heures et de conversations qu'elle avait surprises en faisant la sieste. Elle avait des copies des courriels que Richard avait laissés ouverts sur son ordinateur portable. Elle avait même une liste des articles que Doris avait offerts à Glenda, la porcelaine de ma grand-mère, mes chandeliers en argent, mes écharpes. Betty s'est adossée à la chaise en cuir, me regardant. Elle a posé un épais dossier manie sur le bureau. Ceci est l'accord de fiducie, a-t-elle dit. Clause 14, section B. En cas d'infidélité prouvée, de mauvaise gestion financière ou de maltraitance de personnes âgées de la part de Richard Hart, le fiduciaire, moi, a le droit unilatéral de révoquer tous les accès et privilèges immédiatement. Elle a tapoté le document avec son ongle. Je peux en finir avec lui, Valérie. Avec un seul appel à Monsieur Henderson, mon avocat. Je peux le dépouiller de son titre, de son salaire et de son accès au compte de l'entreprise. Je peux expulser Doris. Je peux poursuivre Glenda pour vol. Elle s'est penchée en avant, ses yeux se fixant sur les miens. Mais j'ai besoin que tu sois sûr. Parce qu'une fois que nous aurons appuyé sur cette gâchette, il n'y aura pas de retour en arrière. Ce n'est pas seulement une dispute. C'est une guerre. Ils crieront. Ils pleureront. Ils supplieront. Ils enverront tes parents pour te faire culpabiliser. Ils essaieront de détruire ta réputation. Elle a fait une pause. Valérie, tu as un bon cœur. Trop bon. Je t'ai vu leur pardonner pendant 15 ans. Si tu as le moindre doute, si tu penses que tu pourrais vouloir essayer une thérapie de couple, dis-le-moi maintenant. Je lui couperai juste les vivres financièrement et nous en resterons là. J'ai regardé le dossier. J'ai pensé à la thérapie de couple que Richard proposerait. Il pleurerait, blâmerait le stress, blâmerait Glenda, me dirait que j'étais la seule qu'il aimait.
Il me manipulerait psychologiquement jusqu'à ce que je croie que c'était de ma faute parce que je travaillais trop. J'ai pensé à Glenda. Elle pleurerait sur sa santé mentale, menacerait de se faire du mal, me dirait que j'étais une grande sœur cruelle qui la frappait alors qu'elle était à terre. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre du bureau. J'ai vu une femme qui avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'elle n'en avait. Des yeux fatigués, des cheveux gris qui commençaient à apparaître. Une femme qui s'était faite si petite pour s'intégrer dans leur vie qu'elle avait presque disparu. L'ancienne Valérie est morte, ai-je dit. Ma voix m'a surprise. Elle sonnait profonde, résonnante. Que as-tu dit? A demandé Betty. J'ai dit que l'ancienne Valérie est morte, ai-je répété, plus fort. La Valérie qui s'excuse de prendre de la place. Elle est morte ce soir quand elle a lu ce mot. Je ne veux pas de thérapie. Je ne veux pas d'excuses. Je ne veux pas arranger les choses. Je me suis levé et j'ai ramassé la carte Centurion noire. Elle était lourde, froide et puissante. Je veux qu'il souffre, ai-je dit. Je veux qu'il ressente exactement ce que j'ai ressenti en me tenant dans cette cuisine vide. Je veux que Richard se sente impuissant. Je veux que Glenda se sente sans abri. Je veux que Doris se sente insignifiante. J'ai regardé Betty. Appelle Monsieur Henderson. Réveille-le. Brûlons tout. Betty a souri, un large sourire prédateur qui la faisait paraître 20 ans plus jeune. Elle a décroché le téléphone. Monsieur Henderson, c'est Betty. Oui, je sais quelle heure il est. Préparez du café et sortez votre assistant juridique du lit. Nous arrivons à votre bureau. Et Henderson, apportez les avis d'expulsion. Nous allons avoir une matinée chargée. Elle a raccroché et s'est tournée vers moi. Va te laver le visage, Valérie. Mets ton meilleur tailleur, celui que Richard déteste parce qu'il dit qu'il te donne un air trop masculin. Nous avons une entreprise à prendre d'assaut. Je me suis dirigé vers la porte mais je me suis arrêté. Je me suis retourné pour regarder cette femme incroyable qui m'avait sauvé d'une vie de servitude. Merci, grand-mère, ai-je dit. Ne me remercie pas encore, a-t-elle cligné de l'œil. Attends de voir la tête de Richard quand sa carte de crédit sera refusée devant tout l'hôtel. J'ai regardé dans les yeux de Betty, puis mon propre reflet fatigué dans le miroir une dernière fois. J'avais vécu pour les autres pendant trop longtemps. Aujourd'hui, l'ancienne Valérie est morte. Si vous croyez aussi que nous, les femmes, ne devrions pas courber les chines devant les traîtres, si vous voulez me voir reprendre tout ce qui m'appartient, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous. Faites-moi savoir que vous êtes là, à mes côtés, me donnant la force pour ce combat. Votre soutien est mon arme la plus puissante. Commentez le chiffre 1 maintenant. Et maintenant, regardez ce que Betty et moi allons faire. Le bureau de Henderson et associés était silencieux à 5 heures du matin, à l'exception du bourdonnement de la photocopieuse et de la frappe frénétique de l'assistant juridique de Monsieur Henderson, un jeune homme vif nommé David. Monsieur Henderson lui-même, un homme d'une 60aine d'années avec un nœud papillon et des yeux qui avaient vu toutes sortes de conflits familiaux imaginables, était assis en face de nous. Il regardait Betty avec une pure admiration. Je dois dire, Betty, a dit Henderson en nous servant du café. Vous avez joué sur le long terme. Je commençais à m'inquiéter que vous laissiez ce petit-fils vider la fiducie avant que vous ne reveniez à la raison. J'avais besoin qu'il se pende lui-même, Arthur, a dit Betty en sirotant son café noir. Et il l'a fait. Il a construit une potence si haute qu'il peut voir Hawaï depuis celle-ci. Nous nous sommes mis au travail. L'efficacité était terrifiante et magnifique. D'abord, l'affidavit médical. Betty voyait secrètement un neurologue dans le comté voisin depuis 3 ans, un ami de Henderson. Nous avions une évaluation fraîche datant d'hier. Elle s'était éclipsée pendant que j'étais en voyage et que Richard faisait ses valises, confirmant qu'elle était saine d'esprit et d'une intelligence supérieure. Ce document annulait immédiatement la procuration médicale que Richard détenait. Maintenant, le coupe-circuit financier, a dit Henderson en faisant glisser un document vers moi. Valérie, comme vous le savez, Richard est le PDG opérationnel de Hart Logistique. Cependant, l'entreprise est détenue à 100% par la fiducie révocable Betty Hart. Les statuts de la fiducie stipulent que le fiduciaire, Betty, peut révoquer tout dirigeant pour un motif valable sans préavis. Nous avons un motif valable, ai-je dit en posant la clé USB avec les vidéos et les relevés bancaires sur le bureau. Détournement de fonds, confusion de patrimoine, turpitude morale.
Excellent, a dit Henderson. Il a tapé une commande sur son ordinateur. Je révoque officiellement l'autorisation de signature de Richard sur tous les comptes de l'entreprise. Je gèle également les cartes de crédit de l'entreprise. À compter de maintenant. Il a appuyé sur Entrée. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Quelque part dans l'éther bancaire, une porte numérique venait de se refermer brutalement. Maintenant, pour les actifs personnels, a dit Betty. L'acte de propriété de la maison est dans la fiducie, a confirmé Henderson. Richard et Valérie sont des locataires à volonté. Doris est une invitée. Nous pouvons émettre un avis de quitter les lieux immédiats. En gros, un avis d'expulsion, citant les activités illégales, la consommation de drogue, si ce vin que Glenda buvait n'était pas la seule chose, ou simplement en mettant fin au bail. Faites-le, a dit Betty. Mais changez les serrures d'abord. Je ne veux pas qu'il revienne et casse tout. J'ai un serrurier sur mon répertoire, ai-je dit. Il me retrouve à la maison à 9h. Puis est venue la découverte qui a de nouveau fait bouillir mon sang. Valérie, a dit Henderson, fronçant les sourcils devant une feuille de calcul. Étiez-vous au courant de l'appartement en ville? Le logement de fonction? Non, ai-je dit. Nous n'avons pas de logement de fonction. Nos chauffeurs dorment dans leur cabine ou des motels. Richard a acheté un appartement de 2 chambres dans le centre de Chicago il y a 18 mois en utilisant les fonds de l'entreprise. Il est répertorié comme un actif, mais les factures de services publics sont au nom de Glenda Miller. J'ai fermé les yeux. Un appartement. Il lui avait acheté un appartement avec l'argent que j'avais économisé en changeant l'assurance de notre flotte. Saisissez-le, a ordonné Betty. Changez les serrures de celui-là aussi. Si elle a des vêtements là-bas, mettez-les sur le trottoir. En fait, ai-je dit, une idée me venant à l'esprit. Ne les mettez pas sur le trottoir. Donnez-les. Glenda déteste les friperies. Savoir que ses vêtements de créateur sont portés par des gens ordinaires la blessera plus que de les perdre. Betty a ri. J'aime ta façon de penser, ma fille. Nous avons passé les 3 heures suivantes à démanteler systématiquement la vie de Richard. Nous avons annulé son contrat de location de voiture, payé par l'entreprise. Nous avons annulé le forfait de téléphonie mobile familiale, payé par l'entreprise. Nous avons même annulé l'adhésion au club de golf. À 8h du matin, Richard Hart n'était plus un PDG, un propriétaire, ou un homme aisé. Il était un chômeur adultère de 50 ans bloqué sur une île sans crédit. Une dernière chose, ai-je dit, en regardant Henderson. La garde des actifs est claire. Mais qu'en est-il du divorce? Je veux déposer une demande aujourd'hui pour adultère. Nous pouvons déposer la demande, a dit Henderson. Mais l'Illinois est généralement un État sans faute. Cependant, étant donné la dissipation des biens matrimoniaux, le fait qu'il ait dépensé de l'argent pour Glenda, nous pouvons réclamer une plus grande part du pot restant. Je ne veux pas de son argent, ai-je dit. Je veux m'assurer qu'il n'obtient rien de moi, pas de pension alimentaire, pas de droit sur mon plan de retraite, rien avec cette preuve vidéo. Henderson a tapoté le disque dur. Il aura de la chance s'il n'est pas en prison pour fraude. Il ne demandera pas de pension alimentaire. Nous sommes sortis du bureau sous le soleil éclatant du matin. La tempête s'était complètement dissipée. L'air était vif. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Eh bien, a dit Betty en mettant ses lunettes de soleil. Il est 3h du matin à Hawaï. Ils vont bientôt se réveiller pour prendre le petit déjeuner ou peut-être un massage matinal. Pas sans une carte de crédit, ai-je dit en regardant ma montre. Le gel devrait atteindre leur système hôtelier à peu près maintenant. Hawaï, le Four Seasons, Maui. Le paradis sur Terre. Sauf si vous êtes Richard Hart et que votre vie vient d'être supprimée à distance. Je n'étais pas là pour le voir, mais je peux le reconstituer parfaitement en me basant sur les messages vocaux et les textos frénétiques que j'ai reçus plus tard. C'était le soir à Hawaï. Richard, Glenda et Doris étaient au restaurant le plus cher de l'hôtel, Ferraroes. Ils avaient commandé du bœuf wagyu, du homard et 3 bouteilles de Dom Pérignon. Ils célébraient leur fuite de la corvée de la maison. Célébraient le fait que j'étais coincé avec les corvées. L'addition est arrivée. Elle s'élevait à plus de $5000. Richard, l'air bronzé et arrogant dans sa chemise en lin, a jeté la MX noire de l'entreprise sur le plateau sans même regarder le total. Gardez la monnaie,
a-t-il probablement dit au serveur. 5 minutes plus tard, le serveur est revenu. Il ne souriait plus. Monsieur, la carte a été refusée. Impossible, auraient ricané Richard, assez fort pour que les autres tables l'entendent. C'est une carte noire. Repassez-la. Nous l'avons fait, monsieur, 3 fois. Il est écrit et contacté l'émetteur, volé ou perdu au point. Richard a dû rire nerveusement. Ridicule. Glanda, bébé, donne-moi la carte supplémentaire. Glanda, agacée par l'interruption de son dessert, a sorti sa carte de son sac Louis Vuitton, achetée avec mon argent. Refusé. Maman, Richard s'est tourné vers Doris. Doris a cherché à tâtons sa carte de débit, celle liée au compte joint que Richard gérait. Refusé. À ce moment-là, le directeur était arrivé. Les gens les regardaient. L'illusion du riche magnate se brisait. Avez-vous une autre forme de paiement, monsieur, a demandé le directeur, sa voix glaciale. Je dois passer un appel, a balbutié Richard. Il a sorti son téléphone pour appeler la banque. Pas de service. C'est quoi ce bordel, a-t-il marmonné. Mon téléphone est mort. Le mien aussi, a dit Glanda en regardant son écran. SOS seulement. Le Wi-Fi de l'hôtel, a dit Richard, la panique montant dans sa voix. Je vais utiliser le Wi-Fi. Il a réussi à se connecter au Wi-Fi et à appeler la banque via une application, mais il n'a pas pu joindre la ligne VIP car son numéro de compte n'était pas reconnu. Le directeur perdait patience. Monsieur, si vous ne pouvez pas payer, nous devrons faire appel à la police. Non, pas de police, a crié Doris. Mon fils est un PDG. C'est un problème technique. Ils ont été escortés hors du restaurant, non pas vers leur suite avec vue sur l'océan, mais vers la réception. Monsieur Hart, a dit la réceptionniste en regardant son écran d'ordinateur. Nous avons reçu une notification de l'émetteur de la carte. Toutes les futures charges sont bloquées. Nous avons également essayé de débiter la chambre pour les nuits précédentes et la transaction a été rejetée. Nous avons besoin que vous régliez le solde impayé de $12 000 immédiatement ou nous devrons vous expulser. Nous expulser, a crié Glanda. Savez-vous qui nous sommes? Actuellement, vous êtes des intrus, a répondu la réceptionniste. Ils ont été mis dehors. L'hôtel a saisi leurs bagages en garantie jusqu'à ce que la facture soit payée. Imaginez la scène. Mon mari, ma sœur et ma belle-mère debout sur le trottoir devant un complexe hôtelier 5 étoiles à Mouilly à minuit. Richard dans sa chemise en lin. Glanda en talons. Doris serrant ses perles. Pas de location de voiture, annulée. Pas de téléphone, pas d'argent, pas de chambre d'hôtel. De retour en Illinois, mon téléphone, que j'avais reconnecté, a commencé à s'allumer avec des appels d'un numéro inconnu. C'était un appel en PCV d'une cabine téléphonique. Je l'ai regardé sonner. Tu vas répondre, a demandé Betty. Nous étions assises sur le porche à boire de la limonade fraîche, regardant le serrurier terminer la porte d'entrée. Laisse sonner, ai-je dit. Il a sonné encore et encore. Finalement, j'ai décroché. Vous avez un appel en PCV de Richard. Valérie, décroche. Acceptez-vous les frais, a demandé l'opérateur automatisé. J'ai appuyé sur le bouton. Allô? Valérie, a crié Richard. Il avait l'air hystérique. Oh mon Dieu, enfin. Il y a un problème. Les cartes ne marchent pas. Les téléphones sont morts. Nous sommes à la rue. L'hôtel a volé nos sacs. Tu dois appeler la banque tout de suite et leur dire que c'est une erreur. Règle ça. Sa voix était un mélange d'ordre et de supplication. Il pensait toujours être aux commandes. Il pensait toujours que j'étais sa solutionneuse de problèmes. Bonjour, Richard, ai-je dit calmement. Comment est le temps au paradis? Arrête de déconner. Nous sommes bloqués. Fais un virement Western Union maintenant. Je ne peux pas faire ça, Richard, ai-je dit en prenant une gorgée de limonade. Pourquoi pas? Es-tu incompétente? Non, ai-je dit. Je ne suis pas incompétente. Je suis la nouvelle PDG de Hart Logistique, et la politique de l'entreprise interdit strictement de financer des vacances non autorisées pour des non-employés. Aussi, grand-mère te dit bonjour.
Il y eut un silence si profond à l'autre bout du fil que j'ai cru que la ligne avait été coupée. Quoi, a-t-il murmuré. Grand-mère? Bonjour, Richie, Betty s'est penchée vers le téléphone. J'espère que tu aimes dormir sur la plage. Le sable s'infiltre partout, n'est-ce pas? Grand-mère, tu parles. En effet, a dit Betty. Et j'ai annulé vos billets de retour. Vous pouvez rentrer à la nage. J'ai raccroché le téléphone. Le serrurier s'est approché, me tendant un jeu de clés neuves et brillantes. C'est fait, madame. Personne ne rentrera ici à moins que vous ne le vouliez. J'ai tenu la nouvelle clé dans ma main. Elle était plus agréable que n'importe quelle bague en diamant que Richard m'ait jamais offerte. Alors, a dit Betty, en regardant le coucher de soleil. Ils sont bloqués à 4000 miles d'ici sans argent. Ouais, ai-je souri. Ils finiront par trouver une solution, a prévenu Betty. Glenda est pleine de ressources quand elle est désespérée. Ils reviendront. Je sais, ai-je dit, mes yeux se plissant. Et quand ils reviendront, le vrai spectacle commencera. Pendant que mon mari et ma sœur étaient bloqués dans un aéroport hawaïen, dormant sur des chaises en plastique dur et suppliant des étrangers pour des points d'accès Wi-Fi, j'étais de retour en Illinois, engagé dans l'acte de soins personnels le plus violent que j'ai jamais tenté. Nous l'avons appelé la purge. Il ne s'agissait pas seulement de changer les serrures. Il s'agissait d'exorciser un démon. Betty et moi avions engagé un serrurier moins d'une heure après l'appel téléphonique, mais après son départ, le silence de la maison semblait lourd. Il était rempli des fantômes de ma stupidité. Partout où je regardais, je voyais des rappels de mon aveuglement. J'ai commencé par la chambre d'amis. C'était la chambre que Glenda avait revendiquée comme son sanctuaire 3 semaines auparavant. Elle m'avait dit qu'elle avait besoin d'un endroit pour guérir après sa rupture. Entrer dans cette pièce maintenant, sachant ce qu'elle avait fait, l'air semblait épais et suffocant. Il y avait son odeur. Un mélange écœurant de parfums de vanille chère et de vin blanc éventé. J'ai commencé à vider la pièce. Je n'ai rien plié. Je n'ai pas organisé. J'ai attrapé des brassées de ses vêtements, les jeans de marque que je lui avais achetés pour son anniversaire, les chemisiers en soie qu'elle avait empruntés dans mon placard et jamais rendus, et je les ai fourrés dans des sacs poubelles noirs très résistants. J'ai trouvé mon pull en cachemire, celui que j'avais cherché tout l'hiver, roulé en boule dans un coin du placard, taché de ce qui semblait être du café et du rouge à lèvres. Je n'ai même pas essayé de le nettoyer. Je l'ai jeté à la poubelle. Il était contaminé. Tout ce qu'elle touchait semblait contaminé. Alors que je débarrassais la table de chevet, balayant ses produits de soins de la peau coûteux dans une boîte à données, ma main a heurté quelque chose de dur sous une pile de magazines de mode. C'était son iPad. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Je savais que je ne devais pas regarder. Je savais que ça ne ferait que me blesser. Mais la rage est un carburant puissant, et la curiosité est son étincelle. J'ai appuyé sur le bouton d'accueil. Il n'était pas verrouillé. Bien sûr que non. Glenda était si arrogante, si sûre de sa place d'enfant en or, qu'elle n'avait jamais pensé avoir besoin d'un mot de passe dans une maison qu'elle considérait comme son royaume personnel. J'ai ouvert l'application de messagerie. J'ai vu la conversation avec Richie Amour. J'ai fait défiler en arrière, non pas des semaines, mais des années. J'ai vu un message d'il y a 2 ans. Glenda, elle refait cet horrible pain de viande. Je peux le sentir depuis l'allée. Ça me donne envie de vomir. Richard, souris et mange, bébé. On a besoin qu'elle soit heureuse pour qu'elle signe les papiers de refinancement de l'entrepôt. J'ai senti la bile me monter à la gorge. Le pain de viande. Richard m'avait toujours dit que c'était son plat préféré. Il le demandait spécifiquement. Il utilisait ma cuisine, mon acte d'amour, comme une tactique de manipulation. J'ai continué à faire défiler. La trahison allait plus loin que le sexe. C'était un assassinat complet de ma personne. Glenda, Valérie se promène dans ses horribles chaussures orthopédiques comme si elle était une sorte de martyr. C'est pathétique. Elle pense vraiment qu'elle est la PDG. Elle n'est qu'une secrétaire glorifiée. Richard, c'est une secrétaire utile. Une fois que la vieille bique aura enfin cassé sa pipe et que le fonds en fiducie sera débloqué, nous pourrons divorcer. Nous lui offrirons un règlement pour la faire taire. Peut-être lui acheter un tchat. Ils avaient planifié mon avenir.
Un avenir solitaire avec un chat et un règlement payé avec mon propre argent. Puis j'ai trouvé l'application de journal intime. Glenda tenait un journal numérique. Entrée du 2 novembre, Doris est enfin d'accord. Elle convient que Valérie est stérile et inutile. Elle veut des petits-enfants. Je lui ai dit que je pourrais être enceinte juste pour l'exciter. Je ne le suis pas évidemment, mais voir la vieille peau me choyer tout en ignorant Valérie était délicieux. Valérie avait l'air sur le point de pleurer quand Doris lui a demandé pourquoi elle ne pouvait pas mener une grossesse à terme. Mon Dieu, c'est si facile de la briser. J'ai laissé tomber l'iPad sur le lit. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. L'infertilité, la fausse couche que j'avais eue il y a 5 ans. Doris l'avait constamment mentionné, utilisant ma douleur comme une arme. Et voici la preuve. Glenda lui avait fourni les munitions. Glenda avait menti sur une grossesse juste pour remuer le couteau dans mon cœur. Je me suis effondré sur le sol, entouré de sacs poubelles. Je n'ai pas pleuré. Je crois que j'avais épuisé mes larmes. À la place, une résolution froide et dure s'est installée en moi. C'était un sentiment effrayant. C'était la mort de l'empathie. J'ai repris l'iPad. Je n'ai pas seulement lu. J'ai documenté. J'ai fait des captures d'écran de tout. Chaque insulte, chaque aveu de vol, chaque complot pour frauder l'entreprise. Je me les suis envoyés par courriel. Je les ai envoyés à Monsieur Henderson, l'avocat. Je les ai sauvegardés sur un disque en nuage auquel Richard ne pouvait pas accéder. Je me suis levé et je suis allé dans la chambre principale. Ma chambre, le lit que je partageais avec Richard. J'ai enlevé les draps. J'ai traîné le matelas hors du cadre de lit. J'ai appelé les déménageurs que j'avais engagés pour vider les meubles. Emmenez ça à la décharge, ai-je dit en désignant le matelas. Madame, il a l'air tout neuf, a dit le déménageur. Il est infesté, ai-je dit, ma voix plate, de serpents. J'ai passé le reste de la nuit à frotter. J'ai frotté les sols jusqu'à ce que mes genoux soient meurtris. J'ai blanchi les salles de bain. Je voulais laver leur ADN des fibres de ma maison. À 3 heures du matin, la maison sentait l'eau de javel et le citron. Elle était vide de leur désordre. La collection de poupées en porcelaine effrayante de Doris était emballée dans des boîtes dans le garage. Les clubs de golf de Richard étaient mis en vente gratuitement sur Craigslist. Betty est sortie de sa chambre en s'appuyant sur sa canne, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle aimait l'effet dramatique. « Tu as manqué un endroit », a-t-elle dit, en désignant une photo encadrée sur la cheminée. C'était une photo de moi, Richard et Glenda à un barbecue, tous souriants. Je me suis approché, j'ai pris le cadre et j'ai retiré la photo. Je l'ai déchirée en deux, me séparant d'eux. J'ai jeté leur moitié à la poubelle et j'ai remis ma moitié dans le cadre. Mieux, a dit Betty. Maintenant, va dormir. Les rats rentrent à la maison demain et nous devons être prêts à fermer le piège. Ils ne sont pas revenus tranquillement. Je savais qu'ils ne le feraient pas. Les narcissiques n'acceptent pas la défaite. Ils la considèrent comme une déclaration de guerre. C'était un mardi après-midi quand le taxi s'est arrêté, un vieux taxi jaune cabossé, pas le Uber Black sur lequel Richard insistait habituellement. Il devait être vraiment à sec. J'ai regardé depuis la fenêtre du salon, caché derrière les rideaux. Betty était assise dans son fauteuil, sirotant du thé, ressemblant à un général passant ses troupes en revue. J'avais engagé des agents de sécurité. 2 policiers en civil, Mike et Tony, étaient garés dans une voiture banalisée au bout de l'allée. Je ne prenais aucun risque avec le tempérament de Richard. Les portières de la voiture se sont ouvertes. En est sortie la Trinité impie, l'air d'avoir été mâché et recraché par l'univers. Richard portait la même chemise en lin qu'à son départ, maintenant tachée de sueur et froissée au-delà de toute reconnaissance. Il ne s'était pas rasé depuis 3 jours. Glenda était encore pire. Ses cheveux, habituellement un brushing blond parfait, étaient un nid d'oiseau crépus. Elle portait des tongs et un t-shirt de touriste qui disait « Aloha » en lettres craquelées. Doris avait l'air frêle et terrifiée, s'accrochant au bras de Richard. Ils ont traîné leurs bagages jusqu'à l'allée. Ils ne savaient pas encore pour les serrures. Ils ne savaient pas pour la police. Ils pensaient juste qu'ils rentraient à la maison pour me crier dessus et rétablir leur domination. J'ai entendu la clé gratter contre la serrure, puis le cliquetis, puis le secouement violent. « C'est quoi ce bordel » ai-je entendu Richard marmonner. Il a réessayé.
Il a cogné son épaule contre le bois. Valérie, ouvre cette fichue porte. J'ai ouvert la porte mais j'ai gardé la lourde chaîne de sécurité verrouillée. J'ai regardé par la fente. Bienvenue à la maison, ai-je dit, ma voix dénuée de chaleur. Je vois que vous êtes revenu du paradis. Ouvre la porte, espèce de psychopathe, a crié Richard, son visage virant à un rouge violent. Ma clé ne marche pas. Tu as changé les serrures? Je vais te poursuivre en justice. Tu peux essayer, ai-je dit. Mais puisque la maison est dans la fiducie Betty Hart et que le fiduciaire vous a expulsé, vous êtes techniquement en train de violer une propriété. J'habite ici, a gémi Doris, poussant son visage dans la fente. Je suis une vieille femme. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai mes médicaments pour le cœur à l'intérieur. Tes médicaments sont dans une boîte sur le porche, Doris, ai-je dit, en désignant une boîte en carton que j'avais laissée dehors avec une liste de motels locaux. Glenda s'est avancée. Elle a essayé de jouer la carte de la victime, celle qu'elle avait utilisée sur moi pendant 40 ans. Elle a pris son air larmoyant et ses grands yeux. Valérie, s'il te plaît, a-t-elle sangloté. Nous avons dormi dans un aéroport. Nous n'avons pas mangé. Maman est malade. Ne pouvons-nous pas juste entrer, prendre une douche et en parler? Nous sommes une famille. Quoi que tu penses qu'il s'est passé, nous pouvons arranger ça. Laisse juste ta petite sœur entrer. C'était une leçon de maître en manipulation. Une semaine plus tôt, j'aurais cédé. J'aurais ouvert la porte, leur aurais préparé une soupe et me serais excusé d'être contrarié. Mais je me suis souvenu du journal. Valérie ressemble à une patate. J'ai menti sur la grossesse pour la briser. Ma sœur est morte, ai-je dit froidement. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous ressemblez à une femme qui a couché avec mon mari et volé mon argent. Espèce de garce, le masque de Glenda est tombé instantanément. Son visage s'est tordu en un grognement. Tu es jalouse, stérile, et moche, sale garce. Tu as toujours été jalouse de moi. C'est pour ça que tu fais ça. Tu sais que Richard m'aime. Il n'est resté avec toi que pour l'argent. Et maintenant j'ai l'argent. Et il avait bien, il tatoua, ai-je souri. Bonne chance avec ça. Richard a perdu le contrôle. Il a ramassé un lourd nain de jardin sur le porche, un que Doris aimait, et l'a fracassé contre la fenêtre à côté de la porte. Le verre a volé en éclats. Il a passé la main pour déverrouiller le pêne dormant. Ça suffit, ai-je crié. J'ai fait signe à Mike et Tony. La voiture banalisée a rugi dans l'allée. Les deux officiers sont sortis, les mains sur leurs étuis. Éloignez-vous de la porte, a ordonné Tony. Mettez vos mains où je peux les voir. Richard s'est figé, sa main encore coupée et saignant à cause du verre de la fenêtre. Officier, Dieu merci. Cette femme m'a enfermé hors de ma propre maison. Elle retient ma grand-mère en otage. Arrêtez-la. Il a essayé de retourner la situation instantanément. C'était stupéfiant à voir. Nous avons une ordonnance restrictive contre vous, monsieur Hart, a dit Mike, sortant des menottes. Et nous venons de vous voir tenter une effraction. Retournez-vous. Quoi? Non. Je suis propriétaire de cette maison, a crié Richard alors qu'on le plaquait contre le revêtement de la maison. En fait, non. La voix de Betty a retenti. Betty a ouvert la porte en grand. Elle est sortie sur le porche, impeccable dans un tailleur bleu marine. Elle n'avait pas l'air frêle. Elle ressemblait à une reine exécutant un paysan. Grand-mère, a haleté Richard, le visage pressé contre le revêtement en vinyle. Aide-moi. Valérie t'a lavé le cerveau. Valérie m'a ouvert les yeux, Richard, a dit Betty. Je porte plainte pour les dommages à la fenêtre et pour la tentative de vol des fonds de mon entreprise. Doris s'est mise à crier. Mon fils. Ne touchez pas à mon fils. Betty, comment as-tu pu? Nous nous sommes occupés de toi. Vous m'avez drogué, Doris, a dit Betty, sa voix tranchant à travers le bruit. J'ai trouvé les benzodiazépines dans ta table de nuit. La police les a maintenant. Doris a fermé la bouche si vite que ses dents ont claqué. Ils ont arrêté Richard pour vandalisme et violation d'une ordonnance de protection que M. Henderson avait déposée ex parte ce matin-là. Ils l'ont traîné jusqu'à la voiture de patrouille, donnant des coups de pied et criant à propos de ses droits. Glenda et Doris sont restés debout dans l'allée avec leurs sacs de bagages en plastique.
Vous avez 5 minutes pour quitter la propriété avant que je ne vous arrête pour violation de propriété également, leur a dit Tony. Glenda m'a regardé. Ses yeux étaient remplis d'une haine pure et sans mélange. Ce n'est pas fini, Valérie, a-t-elle sifflé. Je te ruinerai. Je dirai à tout le monde ce que tu es vraiment. Fais-le, ai-je dit. J'ai les preuves, Glenda. Et toi? Elle a attrapé le bras de Doris et l'a traîné dans l'allée. Elles ont descendu la rue, deux silhouettes devenant de plus en plus petites, quittant ma vie pour de bon. J'ai regardé jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de l'adrénaline d'avoir enfin tenu bon. Eh bien, a dit Betty, en regardant la fenêtre cassée. De toute façon, je n'ai jamais aimé ce nain. Je pensais que voir Richard menotter serait la fin. J'étais naïve. J'ai sous-estimé le désespoir d'un narcissique qui a perdu sa source d'approvisionnement. 2 jours après l'arrestation, Richard a été libéré sous caution. Je ne sais pas comment, probablement un usurier ou un ami stupide, mais il était dehors et il est passé directement à l'option nucléaire. J'étais à la maison avec un entrepreneur pour réparer la fenêtre et installer un nouveau système de sécurité de haute technologie quand la sonnette a retenti. Debout se trouvaient 2 femmes à l'air sévère avec des porte-blocs et des badges. Valérie Hart, a demandé la plus grande. Oui. Je suis l'agent Miller et voici l'agent Lewis des services de protection des adultes. Nous avons reçu un rapport crédible de maltraitance de personnes âgées, d'exploitation financière et de séquestration illégale concernant Elizabeth Hart. Nous devons entrer. Mon estomac s'est noué. C'était le coup de Richard. Il utilisait le système contre moi. Il savait qu'une enquête des services de protection des adultes gèlerait tout. Les comptes bancaires, l'ordonnance restrictive, ma crédibilité. Qui a fait le rapport, ai-je demandé, bien que je connaisse la réponse. Nous ne pouvons pas le divulguer, a dit l'agent Miller en me dépassant. Où est Madame Hart? Elle est dans la cuisine en train de déjeuner, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Mais c'est une erreur. Mon mari est en colère parce que nous avons demandé le divorce et l'expulsion. Nous déterminerons cela, a dit froidement l'agent Lewis. Nous devons parler à Betty seule. Vous devez quitter la pièce. Je suis allé dans le jardin, arpentant frénétiquement. J'ai appelé Monsieur Henderson. Ils sont là, Arthur, ai-je murmuré au téléphone. Les services de protection des adultes. Richard les a appelés. Et s'il le croit? Et s'il pense que je la manipule? Elle a 86 ans. Si elle oublie une date ou est confuse, il pourrait l'emmener. Calme-toi, Valérie, a dit Henderson. Betty est vive d'esprit. Elle s'est préparée à cela. Laisse-la juste parler. À l'intérieur de la cuisine, l'interrogatoire avait lieu. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais j'ai vu l'agent Miller pointer le réfrigérateur, vérifiant la nourriture. Elle regardait les bras de Betty, cherchant des ecchymoses. 20 minutes se sont écoulées. Cela a semblé durer 20 ans. Finalement, la porte arrière s'est ouverte. Betty se tenait là, souriant malicieusement. Tu peux rentrer maintenant, Valérie. Je suis retourné dans la cuisine. Les 2 agents avaient l'air perplexes. Est-ce que tout va bien, ai-je demandé. L'agent Miller s'est raclé la gorge. Madame Hart semble être extrêmement lucide. Elle nous a fait un exposé sur l'histoire de la réserve fédérale, a marmonné l'agent Lewis, l'air épuisé. Et elle nous a montré ses mots croisés quotidiens. Remplis à l'encre. Cependant, a dit l'agent Miller, son visage se durcissant à nouveau. Le rapport contient des allégations spécifiques sur l'hygiène et les médicaments. Nous devons inspecter son logement. Ils sont allés dans la chambre de Betty. C'était impeccable. Mais ensuite, l'agent Lewis a ouvert l'armoire à pharmacie de la salle de bain des invités, celle que Richard utilisait. Nous avons trouvé ceci, a-t-elle dit, brandissant un flacon de pilules. Au pyrrole, des antipsychotiques. Ce n'est pas prescrit à Betty. Mon cœur s'est arrêté. Richard devait les avoir placés là avant de partir. Ou peut-être qu'il les avait utilisés sur elle tout ce temps. Ce n'est pas à moi, ai-je dit. C'est à Richard. Il n'y a pas d'étiquette, a noté l'agent Miller. C'est suspect. Si vous la médicamentez pour la garder docile. Vérifiez les empreintes digitales, a claqué Betty. J'exige que vous mettiez cela sous scellé comme preuve et que vous vérifiez les empreintes.
vous trouverez les empreintes grasses de Richard partout dessus. Et pendant que vous y êtes, vérifiez le rapport toxicologique de mon médecin de la semaine dernière. Il est propre. Si j'étais drogué, ça se verrait. Betty a sorti un dossier de son sac à main. Elle portait ce dossier partout maintenant et a claqué un rapport médical sur la table. Docteur Heyer, neurologue certifié, a lu Betty. La patiente est alerte, orientée sur les 4 plans, et exempte de toute substance sédative. Date, 24 octobre. Les agents ont regardé le papier. Ils ont regardé les pilules. Ils ont regardé Betty, qui tapait du pied avec impatience. Il semble que le rapport que nous avons reçu ait pu être une mesure de rétorsion, a admis l'agent Miller, sa posture s'adoucissant. Une mesure de rétorsion, a ri Betty. C'était un acte de guerre d'un homme désespéré qui est en colère parce que j'ai coupé son allocation. Maintenant, à moins que vous ne vouliez le poursuivre pour fausse déclaration, je vous suggère de nous laisser finir notre déjeuner. Les agents sont partis en s'excusant. Je me suis effondré sur une chaise, tremblante. C'était trop juste. Si tu n'étais pas allé chez le médecin. Je te l'ai dit, j'ai 3 longueurs d'avance, a dit Betty. Mais Richard a fait une erreur. Il a essayé de nous accuser de le droguer, mais il a laissé sa propre réserve derrière lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Ces pilules, a dit Betty sombrement. Elles n'étaient pas pour moi. Je l'ai vu en prendre quelques fois ou les écraser. Je soupçonne qu'il prévoyait de les utiliser sur toi si tu devenais trop difficile. Le sang a quitté mon visage. Sur moi. Pourquoi penses-tu que tu étais toujours si fatiguée, Valérie? Pourquoi penses-tu que tu avais ce brouillard cérébral l'année dernière qui t'a fait quitter le club de lecture? J'ai repensé. Les maux de tête, la fatigue, les jours où je ne pouvais pas sortir du lit et Richard m'apportait son thé spécial. Oh mon Dieu, ai-je murmuré. Il m'empoisonnait. Il te maintenait docile, a corrigé Betty. La manipulation psychologique n'est pas seulement psychologique, ma chérie. Parfois, elle est chimique. Cette révélation a tout changé. Ce n'était plus seulement un mauvais mariage. C'était une histoire de survie. J'avais vécu avec un prédateur qui démantelait lentement mon esprit et mon corps pour que son distributeur automatique continue de fonctionner. J'ai regardé mes mains. Elles étaient stables maintenant. Le brouillard cérébral avait disparu depuis son départ. Il doit aller en prison, ai-je dit. Pas seulement pour fraude. Pour ça. Il ira, a promis Betty. Mais d'abord, nous devons survivre au reste de sa famille. Tes parents appellent à une réunion de famille à l'église demain. Ils ont rallié le pasteur. Le pasteur, ai-je gémi. Oui. Ils vont tenter une sorte d'exorcisme, une intervention pour sauver ton âme de l'avidité. Qu'ils essaient, ai-je dit en me levant. J'ai quelques confessions à faire à la congrégation. La réunion de famille était prévue pour le mercredi soir à l'église communautaire de Grèce. Mes parents, dans leur sagesse et leur malveillance infinie, avaient convaincu le pasteur Stevens que je faisais une dépression nerveuse induite par le chagrin et la jalousie et que j'avais besoin de conseils spirituels pour revenir au bercail, c'est-à-dire redevenir leur paillasson. J'ai failli ne pas y aller, mais Betty a insisté. Si tu ne les affrontes pas, ils contrôlent le récit. Tu dois y aller et réduire ce récit en cendres. Alors, je suis entré dans le sous-sol de l'église. Ça sentait le café rassis et le jugement. Mes parents étaient là, assis en cercle sur des chaises pliantes. Glenda était là, l'air théâtralement pâle, s'épongeant les yeux avec un mouchoir. Richard n'était pas autorisé, ordonnance restrictive, mais sa présence flottait dans la pièce comme une mauvaise odeur. Le pasteur Steven était assis en tête, l'air solennel. Valérie, a dit maman, sa voix dégoulinant de fausses préoccupations. Merci d'être venue. Nous voulons juste t'aider. M'aider à quoi, ai-je demandé, en restant debout. M'aider à signer un chèque? Valérie, s'il te plaît, a dit doucement le pasteur Steven. Ta famille est inquiète. Ils disent que tu es devenue vindicative, que tu as abandonné ta sœur dans son besoin et rejeté ton mari pour un malentendu. Un malentendu, ai-je ri, un son sec et amer. C'est comme ça qu'on appelle l'adultère et le détournement de fonds maintenant? Un malentendu? Les hommes font des erreurs, a grommelé papa. Richard est désolé. Il veut rentrer à la maison. La Bible dit que les épouses doivent se soumettre à leur mari et pardonner.
Est-ce que la Bible dit que les maris doivent coucher avec la sœur de leur femme, ai-je demandé, en regardant directement Glenda. Glenda a éclaté en sanglots. Vous voyez, elle est obsédée. Ce n'était pas comme ça. Nous nous réconfortions juste l'un l'autre parce que Valérie est si froide. Elle ne pouvait pas lui donner d'enfant. Pasteur, elle est stérile. Richard était seul. La pièce est devenue silencieuse. Mon infertilité. La blessure la plus profonde et la plus douloureuse de ma vie. Glenda venait de la rouvrir devant le pasteur pour justifier sa trahison. Tu ne pouvais pas lui donner une famille, a ajouté maman en hochant la tête. C'est dur pour un homme, Valérie. Tu dois comprendre ses besoins biologiques. Glenda. Eh bien, Glenda est fertile. Elle pensait porter un enfant pour vous deux. C'était un acte d'amour. Vraiment? Ma mâchoire est tombée. La manipulation était si intense, si perverse. J'ai eu le vertige. Il réécrivait l'histoire pour faire de la liaison une tentative de maternité de substitution tordue. Un acte d'amour, ai-je murmuré. Coucher avec mon mari dans mon dos pendant 2 ans était un acte d'amour? Nous allions te le dire, a gémi Glenda. Nous voulions te faire la surprise. J'ai regardé le pasteur Stevens. À son crédit, il avait l'air horrifié. Il regardait Glenda puis maman, réalisant le niveau de folie dans lequel il s'était embarqué. J'ai le journal, Glenda, ai-je dit doucement. Quoi? Glenda s'est figée. J'ai ton iPad. J'ai sorti les captures d'écran imprimées de mon sac. J'ai l'entrée où tu te moques de ma fausse couche. Où tu m'appelles une vache tarie. Où tu ris de m'avoir fait payer pour ton avortement il y a 3 ans. Celui que tu m'as dit être une appendicectomie. J'ai jeté les papiers sur la table basse au centre du cercle. Lisez, pasteur, ai-je dit. Lisez sur cet acte d'amour. Le pasteur Stevens a ramassé les papiers. Ses yeux se sont écarquillés en parcourant les mots vulgaires et haineux que Glenda avait écrits. Ceci, balbutia-t-il. Ceci est ignoble. C'est faux, a crié Glenda en se jetant sur les papiers. Elle a retouché ça. C'est horodaté, ai-je dit, et sauvegardé sur le nuage. Je me suis tourné vers mes parents. Et vous, ai-je pointé du doigt maman. J'ai trouvé le texto où tu disais à Glenda de garder Richard heureux pour qu'il ne coupe pas l'argent pour les mensualités de la voiture de papa. Tu as prostitué ta propre fille. Tu l'as encouragée à détruire mon mariage parce que tu avais peur de perdre ta source de revenus gratuite. Le visage de maman est devenu blanc. C'est un mensonge. Je n'ai jamais. C'est dans la transcription, maman. Page 4. J'ai regardé papa. Il ne croisait pas mon regard. Il fixait ses chaussures, un lâche jusqu'au bout. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être la fille que vous vouliez, ai-je dit, ma voix tremblante d'émotion libérée. J'ai eu les notes. J'ai eu le travail. J'ai payé les factures. J'ai nettoyé les dégâts. Mais ce n'était jamais assez parce que vous ne vouliez pas une fille. Vous vouliez une servante. Et vous aimiez Glenda parce qu'elle était comme vous, égoïste, vide et cruelle. Tu n'es plus ma fille, a crié maman en se levant, son masque de préoccupation se brisant en pure rage. Tu es morte pour nous. Si tu ne partages pas cet argent, tu n'es rien. Je préfère n'être rien que d'être vous, ai-je dit. Je me suis tourné vers le pasteur. Je pense que nous avons terminé ici, pasteur. À moins que vous n'ayez un sermon sur la façon d'exorciser les parasites. Je suis sorti du sous-sol de l'église. Je suis sorti dans l'air frais du soir. Je me sentais plus légère. Plus légère que je ne l'avais jamais été. Le cordon n'était pas seulement coupé. J'avais brûlé le pont, et la lumière des flammes guidait mon chemin vers la maison. Je suis monté dans ma voiture. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de Betty. Tu leur en as fait voir de toutes les couleurs? J'ai souri et j'ai répondu. Je leur ai donné la vérité. Ça a brûlé encore plus. La famille étant officiellement coupée, je pensais que le pire était passé. Mais Richard, désespéré et acculé, a réussi à trouver un avocat prêt à jouer salement. Saul Jenkins, le requin des centres commerciaux, a déposé une requête qui m'a stoppé net. Il a demandé un gel d'urgence de mes comptes personnels, affirmant que j'avais mélangé des biens matrimoniaux avec la fiducie Betty Hart et que je cachais des millions dans des comptes offshore. C'était un mensonge,
bien sûr, mais dans le monde juridique, un mensonge peut geler votre vie pendant des semaines pendant que le tribunal démêle l'affaire. Je suis allé à l'épicerie pour acheter de la farine pour la cuisine d'essai où je pratiquais des recettes pour la boulangerie que je rêvais d'ouvrir, et ma carte de débit a été refusée. Fonds insuffisants, a dit la caissière. J'ai vérifié mon application. Solde nul. Gelé par ordonnance du tribunal. J'ai appelé Henderson en panique. Arthur, je ne peux pas acheter de nourriture. Ils ont tout gelé. Même le compte auquel Betty m'avait donné accès. Jenkins joue un jeu dangereux, a dit Henderson, sa voix tendue. Il prétend que vous avez détourné des fonds de l'entreprise pour cacher de l'argent à Richard. C'est de la projection, évidemment, mais il a obtenu qu'un juge signe une ordonnance restrictive temporaire sur les actifs jusqu'à l'audience de vendredi. Que dois-je faire? J'ai des factures à payer. Je dois payer l'entrepreneur pour le système de sécurité. Ne bouge pas, a dit Henderson. Nous réglerons ça vendredi, mais tu dois trouver quelque chose. Richard est confiant. Trop confiant. Il pense avoir un moyen de pression. J'ai besoin que tu creuses plus profondément. Y a-t-il quelque chose qu'il a caché? Quelque chose que nous avons manqué? Je suis retourné à la maison. Je me suis assise dans le bureau de Richard, fixant les étagères vides. Nous avions tout vidé. Qu'aurais-je pu manquer? Betty est entrée. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est en train de gagner, Betty. Il a gelé mon argent. Il va me saigner à blanc avec les frais de justice. Il ne gagne pas, a dit Betty. Il bluffe. Réfléchis, Valérie. Richard est paresseux. Il ne cache pas bien les choses. Où gardait-il ses affaires amusantes? Le garage, ai-je dit. Il était toujours dans le garage à travailler sur cette vieille Mustang qu'il n'a jamais réparée. J'ai couru au garage. La Mustang était partie, vendue ou saisie, mais l'établi était là. J'ai tiré les tiroirs, juste des outils, des chiffons huilés. J'ai regardé le mur. Il y avait un panneau perforé pour les outils. Il semblait légèrement inégal. J'ai tiré sur le panneau. Il s'est détaché. Derrière, il y avait un coffre-fort mural. Bingo, ai-je murmuré. Je n'avais pas la combinaison, mais je connaissais Richard. C'était un narcissique. La combinaison devait être à son sujet. Son anniversaire. Non. Le jour où il est devenu PDG, peut-être. J'ai essayé l'anniversaire de Glenda. Clic et clic. Clic erreur. J'ai essayé son numéro de sécurité sociale. Erreur. Puis j'ai pensé au jour qu'il m'avait dit être le plus heureux de sa vie. Pas notre jour de mariage. Le jour où il a acheté son bateau, le bateau qu'il a dû vendre il y a 2 ans. Mai 2012. Clic, le coffre-fort s'est ouvert. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent. Il y avait un registre manuscrit, et une pile de clés USB. J'ai ouvert le registre. C'était un enregistrement de dettes de jeu, mais pas seulement du poker. Richard était impliqué dans quelque chose de plus sombre. Il blanchissait de l'argent par le biais de l'entreprise de logistique pour un bookmaker local. Entrée du 4 juin, nettoyer 10 000 $ pour salle. Commission 1 000 $. Entrée du 12 août, transférer 50 000 $ par le biais de surcharge de carburant. Mes mains tremblaient. Ce n'était pas seulement du détournement de fonds. C'était un crime fédéral. Si j'étais resté marié avec lui, si j'avais signé ses déclarations d'impôts aveuglément, j'aurais été une complice. Il m'avait exposé à une peine de prison. Et puis j'ai trouvé le dossier marqué Assurance Valérie. Je l'ai ouvert. Il contenait des photos. Des photos de moi en train de dormir, des photos de moi sous la douche prise à travers une fente dans la porte, et de faux courriels. Des courriels qu'il avait rédigés mais jamais envoyés, faisant croire que c'était moi qui blanchissais l'argent. Il m'avait piégé. Il avait mis en place une trace écrite pour me faire porter le chapeau de ses crimes s'il se faisait prendre. Ce fils de garce, a murmuré Betty, regardant par-dessus mon épaule. Il ne t'utilisait pas seulement. Il te préparait à être son bouc émissaire. Ce n'est pas un mari, ai-je dit en claquant la porte du coffre-fort. C'est un monstre. Nous avons immédiatement apporté le registre à Henderson. Quand Henderson a vu les registres de blanchiment d'argent, son visage est devenu pâle, puis s'est fendu d'un sourire de requin.
Cela change tout, a dit Henderson. Ce n'est plus un tribunal de la famille. C'est le territoire du FBI. Appelez-les, ai-je dit. Je veux qu'ils disparaissent. Si nous leur remettons ça, a prévenu Henderson, les actifs de l'entreprise pourraient être saisis comme preuve. Vous pourriez perdre le capital de l'entreprise. Je m'en fiche, ai-je dit. Je ne veux pas de son argent sale. Je veux récupérer ma vie. Je veux qu'il ne puisse plus jamais faire de mal à une autre femme. Fais-le, a convenu Betty. Brûle tout. Henderson a passé l'appel. L'audience de vendredi n'était pas une audience. C'était une embuscade. Richard est entré au tribunal l'air suffisant. Il pensait m'avoir dans les cordes. Il m'a fait un clin d'œil. Puis les portes arrière de la salle d'audience se sont ouvertes. 4 agents en coupe-vent marqués FBI sont entrés. La suffisance de Richard a disparu. Il a regardé Jenkins. Jenkins avait l'air confus. L'agent principal s'est approché de la table du demandeur. Richard Hart? Oui. Vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment d'argent, fraude électronique et complot. Vous avez le droit de garder le silence. Richard s'est levé, renversant sa chaise. Quoi? Non, c'est elle qui l'a fait. C'est son entreprise. C'est Valérie qui l'a fait. Nous avons votre registre, monsieur Hart, a dit l'agent en le menottant. Et l'écriture correspond à la vôtre. Nous avons aussi le témoignage de Sal, que nous avons arrêté il y a 1 heure. Richard a crié alors qu'il l'emmenait. Il a crié mon nom. Il a crié le nom de Glenda. Il a crié pour sa mère, mais personne n'a répondu. Je suis resté assise dans la salle d'audience à regarder l'homme que j'avais aimé pendant 10 ans être emmené comme un criminel ordinaire. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti un soulagement profond et épuisant. Le monstre était en cage. Le juge a immédiatement levé le gel de mes actifs. Je suis sorti du palais de justice sous le soleil. Eh bien, a dit Betty en ajustant son chapeau. C'était dramatique. Qui veut une glace? Avec Richard en détention fédérale en attente de son procès, libération sous caution refusée en raison du risque de fuite et de l'incident d'Hawaï, la plus grande menace était neutralisée. Mais les serpents ont des têtes qui mordent même après qu'on les ait coupés. Glenda était toujours là. Elle vivait dans un motel bon marché à la périphérie de la ville, apparemment financé en vendant les bijoux qu'elle avait volés à Doris. Justice ironique. Elle était furieuse. Elle me tenait pour responsable de l'arrestation de Richard. Elle me tenait pour responsable de son statut de sans-abri. Je me concentrais sur la boulangerie. J'avais trouvé un local, un ancien moulin avec des murs en briques apparentes. Je mettais toute mon énergie dans les rénovations. C'était ma thérapie. 2 jours avant la grande ouverture de La Miette Dorée, je suis arrivé tôt à la boutique pour préparer la pâte. La vitrine était brisée. Mon cœur s'est arrêté. J'ai couru à l'intérieur. De la peinture rouge avait été éclaboussée partout. Sur les murs en briques, sur la coûteuse machine à expresso, sur la vitrine, et sur le mur, pulvérisée en lettres déchiquetées, voleuses, stériles. Je suis resté au milieu des ruines, mes chaussures craquant sur le verre. L'odeur de vapeur de peinture était écrasante. C'était mon rêve. J'avais tout mis là-dedans. Et en une nuit, Glenda avait essayé de le détruire. Je savais que c'était elle. Les insultes étaient sa signature. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. J'avais l'impression de ne pas pouvoir leur échapper. Peu importe à quel point je me battais, ils continuaient de me traîner dans la boue. Betty est arrivée 1 heure plus tard. Elle a vu le désordre. Elle m'a vu pleurer. Elle n'a pas offert de platitude vide. Elle n'a pas dit « ce n'est pas grave ». Elle s'est approchée du mur, a trempé son doigt dans la peinture rouge humide et l'a regardé. « C'est à base d'eau », a-t-elle dit. « Ça partira en frottant. »« C'est ruiné, Betty », ai-je sangloté. « L'ouverture est dans 2 jours. Je ne peux pas réparer ça. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je ne suis pas faite pour ça. « Lève-toi », a dit sèchement Betty. J'ai levé les yeux. « As-tu survécu à l'empoisonnement de Richard » a-t-elle demandé. « Oui. »« As-tu survécu au reniement de ta famille » ? « Oui. »« As-tu survécu au raid du FBI sur la vie de ton mari » ?
Oui. Alors tu peux survivre à de mauvais graffitis. Lève-toi, Valérie. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des survivantes et les survivantes nettoient le désordre. Elle avait raison. J'ai appelé la police pour déposer une plainte. Puis j'ai appelé Mike et Tony, mon équipe de sécurité. Puis j'ai appelé les jeunes boulangers que j'avais embauchés. Nous avons une situation, leur ai-je dit. Si vous voulez un travail, venez maintenant. Apportez des brosses à récurer. Ils sont tous venus. 6 d'entre eux. Plus Monsieur Henderson, plus l'entrepreneur. Nous avons passé les 48 heures suivantes à frotter. Nous avons repeint par-dessus les insultes. Nous avons remplacé le verre. Nous avons transformé le désastre en un moment de cohésion. Pendant que nous nettoyions, la police a trouvé Glenda. Elle était stupide. Elle avait encore de la peinture rouge sur les mains quand ils ont frappé à la porte de son motel. Elle avait aussi le reçu de la bombe de peinture dans son sac à main. Elle a été arrêtée pour vandalisme qualifié et violation d'une ordonnance de protection. Je suis allé au poste de police pour faire ma déposition. Je l'ai vue dans la cellule de garde à vue en passant. Elle avait l'air sauvage, déséquilibrée. « Tu m'as tout pris », a-t-elle crié en se jetant contre les barreaux. Ça aurait dû être à moi. Richard m'a choisi. Richard s'est choisi lui-même, Glenda, ai-je dit en m'arrêtant un instant. Et tu as choisi d'être sa complice. Tu n'as pas perdu à cause de moi. Tu as perdu parce que tu es une mauvaise personne. Je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. La grande ouverture a eu lieu comme prévu. C'était bondé. L'histoire de la boulangerie vandalisée avait fait les nouvelles locales grâce à une fuite organisée par Betty, et la communauté s'est mobilisée en masse pour me soutenir. Madame Gable, la voisine qui m'avait jugé, est entrée et a acheté une douzaine de croissants, s'excusant profusément. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré. Glenda a des problèmes. Profitez des croissants, Madame Gable, ai-je dit gracieusement. Le succès est la meilleure des vengeances. Je me tenais derrière le comptoir, couverte de farine, épuisée mais exaltée. J'ai regardé la file de gens. J'ai regardé Betty tenant sa cour à une table d'angle. J'avais bâti cela sur les cendres de mon mariage, sur les éclats de ma vitre brisée. J'avais bâti quelque chose de beau. La vie a une drôle de façon de vous surprendre quand vous cessez de la forcer. Pendant 1 an, j'ai été une nonne. Je travaillais. Je dormais. Je prenais soin de Betty. Les hommes ne m'intéressaient pas. Richard avait détruit ma confiance en tout le genre masculin. Mais ensuite est arrivé Marc. Marc était le fournisseur de café pour la boulangerie. C'était un homme grand et calme, avec des rides du sourire autour des yeux et des mains rugueuses à force de travailler avec les torréfacteurs. Il n'était pas tape à accent grave-l'œil comme Richard. Il conduisait un pick-up. Il portait des chemises en flanelle. Pendant des mois, nos conversations étaient strictement professionnelles. Facture, mélange de grains, heure de livraison. Mais un mardi pluvieux, il semble toujours pleuvoir les mardis dans ma vie, il est resté après la livraison. Vous avez l'air fatigué, Valérie, a-t-il dit. Je vais bien, ai-je répondu par réflexe. Juste l'inventaire. Asseyez-vous, a-t-il dit. Laissez-moi vous préparer un café pour une fois. J'ai hésité, mais ses yeux étaient gentils. Pas calculateur, juste gentil. Je me suis assise. Il m'a préparé un café filtre. Il s'est assis en face de moi. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-il dit. Avec l'ex. La ville parle. Je parie que oui, ai-je soupiré. Pour ce que ça vaut, a dit Marc en regardant sa tasse. Je pense que vous êtes incroyable d'avoir traversé ça et de construire cet endroit. Il faut de l'acier. Je l'ai regardé, attendant que la situation se gâte, attendant qu'il demande une réduction ou un prêt ou qu'il me dise comment gérer mon entreprise. Merci, ai-je dit. J'ai des billets pour le match de baseball de samedi, a-t-il dit. Je sais que vous êtes occupé, mais si vous voulez crier sur un arbitre au lieu d'un four pendant quelques heures, ça me plairait. J'ai failli dire non. La peur était là. Et s'il était un autre Richard? Puis j'ai entendu la voix de Betty dans ma tête. L'ancienne Valérie est morte. J'aime le baseball, ai-je dit. Nous y sommes allés. C'était simple. Nous avons mangé des hot dogs. Nous avons applaudi.
Il n'a pas regardé son téléphone une seule fois. Il n'a pas flirté avec la serveuse. Il m'a écouté parler de la fermentation de la levure pendant 20 minutes et a même posé des questions. C'était lent. Je ne l'ai pas laissé entrer chez moi pendant 6 mois. Je ne l'ai pas présenté à Betty avant 8 mois. Quand il a finalement rencontré Betty, j'étais terrifié. Betty était la gardienne. Marc lui a apporté des fleurs. Pas des roses rouges, mais des tournesols, parce que vous semblez être quelqu'un qui aime le soleil, a-t-il dit. Betty l'a interrogé. Quelles sont vos intentions? Avez-vous des dettes? Jouez-vous au jeu d'argent? Marc a ri. Mon intention est de convaincre Valérie de prendre un jour de congé. Je n'ai aucune dette, et je ne joue pas, à moins que manger des sushis de station-service ne compte. Betty m'a regardé et a hoché la tête. Il fera l'affaire. Ce n'était pas une romance éclair. C'était une combustion lente. C'était le baume guérisseur dont j'avais besoin. Marc m'a appris que l'amour ne consiste pas en de grands gestes ou en voyages de cohésion d'équipe à Hawaï. Il s'agit d'être présent. Il s'agit d'être en sécurité. Une nuit, allongé dans ses bras, je lui ai parlé de l'infertilité. La chose que Richard et Glenda avaient utilisée pour me détruire. Je ne peux pas te donner d'enfant, ai-je murmuré, attendant qu'il se retire. Marc m'a embrassé le front. Valérie, je ne veux pas d'enfant. Je te veux toi. Nous pouvons avoir des chiens. Nous pouvons avoir une boulangerie. C'est suffisant. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré des larmes de joie. Pendant que ma vie s'élevait, celle de Richard s'effondrait. Le procès fédéral a été rapide. Les preuves étaient accablantes. Il a plaidé coupable pour éviter une peine de 20 ans. Il a écopé de 5 ans de prison fédérale plus une restitution. Il a tout perdu. Le bateau qu'il aimait, saisi. La BMW, saisie. Sa collection de montres vintage vendues aux enchères pour rembourser le fisc. Mais la vraie punition n'était pas la prison. C'était l'insignifiance. Je suis allé à sa condamnation. J'avais besoin de le voir. Je me suis assise au dernier rang. Richard se tenait devant le juge en combinaison orange. Il avait l'air petit. Il avait perdu du poids. Ses cheveux grisonnaient. Il a regardé par-dessus son épaule et m'a vu. Ses yeux se sont illuminés un instant. De l'espoir. Pensait-il que j'étais là pour le sauver? Je l'ai juste regardé, sans expression. Monsieur Hart, a dit le juge, votre cupidité était sans limite. Vous avez exploité votre grand-mère, fraudé le gouvernement et trahi votre femme. Vous êtes un danger pour la société, non pas parce que vous êtes violent, mais parce que vous n'avez aucune boussole morale. 5 ans. Alors qu'il l'emmenait, il a crié, Valérie, je suis désolé. Attends-moi. Je peux changer. Je me suis levé et je suis sorti. Je n'ai pas attendu. Glenda a conclu un accord pour le vandalisme. Elle a obtenu une probation et des travaux d'intérêt général. Elle a dû ramasser les déchets sur le bord de l'autoroute. Un jour, en allant à la boulangerie, j'ai vu une équipe en gilet orange nettoyer le bord de la route. J'ai ralenti. Il y avait Glenda. Ses cheveux blonds étaient emmêlés sous une casquette. Elle piquait les déchets avec un bâton, l'air misérable. Elle a vu ma voiture, mon nouveau VUS. Elle m'a vu. Elle m'a fait un doigt d'honneur. J'ai ri. J'ai monté la radio et j'ai continué ma route. Ils étaient dans mon rétroviseur maintenant. Les objets dans le miroir sont plus proches qu'ils n'y paraissent. Non. Dans ce cas, ils s'estompaient rapidement dans le lointain. 3 ans ont passé, 3 années glorieuses et paisibles. Betty a vécu jusqu'à 89 ans. Elle est restée vive d'esprit jusqu'à la fin. Mais le temps est le seul ennemi que l'on ne peut pas poursuivre en justice. Son cœur a commencé à faiblir. Nous l'avons ramenée à la maison. J'ai installé un lit d'hôpital dans le salon pour qu'elle puisse regarder le jardin. Marc et moi nous relayons pour rester avec elle. C'était un mardi soir. La pluie tombait doucement contre la fenêtre. Une pluie douce, pas une tempête. Valérie, a murmuré Betty. Sa voix était fine comme du papier. Je suis là, grand-mère. Avons-nous gagné, a-t-elle demandé. Nous avons gagné, ai-je dit en lui tenant la main. Nous avons tout gagné.
Bien, a-t-elle souri. Ne les laisse pas revenir. Pas même pour l'enterrement. Je ne le ferai pas. Tu es le meilleur investissement que j'ai jamais fait, a-t-elle dit. Ses yeux se sont tournés vers la fenêtre. Dis à ton grand-père que j'ai bien tenu les comptes. Elle a fermé les yeux, et elle est partie. Le deuil était différent cette fois. Ce n'était pas le deuil déchiqueté et paniqué de la trahison. C'était un deuil lourd et noble. Le deuil de la perte d'un général qui vous a mené à la victoire. Les funérailles étaient privées. Juste moi, Mark, Henderson et quelques amis proches. Mais bien sûr, ils ont essayé. Mes parents se sont présentés aux portes du cimetière. Ils avaient l'air vieux. Mon père utilisait un déambulateur. Maman avait l'air frêle. Ils ont essayé de forcer le passage devant le gardien de sécurité que j'avais engagé. Nous sommes de la famille, a crié maman. Nous avons le droit de dire au revoir. Je me suis approché de la porte. Je portais du noir, mais je me tenais droite. Vous avez dit au revoir il y a des années, ai-je dit. Quand vous avez choisi Glenda plutôt que la sécurité de Betty. Quand vous avez choisi l'argent de Richard plutôt que ma dignité. Valérie, s'il te plaît, a sifflé papa. Nous sommes fauchés. Glenda a volé notre retraite. Nous avons besoin d'aide. Betty aurait voulu que nous soyons ensemble. Betty vous détestait, ai-je dit sans détour. Elle vous appelait des vautours, et son testament est très spécifique. Toute personne nommée Hart qui n'est pas Valérie est explicitement déshéritée. Si vous le contestez, les frais de justice vous ruineront davantage. Fils sans cœur, a crié maman, revenant à sa vraie nature. Au revoir, maman, ai-je dit. J'ai fait signe au gardien. Il a fermé la porte. Je suis retourné à la tombe. J'ai placé un tournesol sur le cercueil. Repose en paix, Betty, ai-je murmuré. La porte est verrouillée. Alors, me voilà. J'écris ceci depuis le balcon d'une maison de plage en Floride. Ma propre maison de plage, pas une location. Mark est dans la cuisine en train de préparer du café. Je peux sentir les brioches à la cannelle cuire dans le four. J'ai 49 ans. J'ai une entreprise florissante. J'ai un partenaire qui m'aime. J'ai un compte en banque qui n'appartient qu'à moi. Je repense à cette nuit sous la tempête, la maison vide, le mot. Profite bien de tes corvées. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie, que c'est arrivé à une autre femme. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si je n'avais pas trouvé ce journal. Si Betty ne s'était pas réveillée. Si j'avais simplement accepté mon sort de paillasson. J'aurais divorcé de toute façon. Probablement que Richard m'aurait jeté une fois que j'aurais été usé. Je serais sans le sou. Je serais brisé. Au lieu de cela, je suis forgé par le feu. J'ai appris que le sang ne fait pas la famille. La loyauté fait la famille. Le respect fait la famille. J'ai appris que maintenir la paix n'est qu'une façon élégante de dire les laissez vous maltraiter. J'ai appris que la vengeance ne consiste pas à leur faire du mal. Il s'agit de les dépasser. Richard est sorti de prison maintenant. J'ai entendu dire qu'il travaillait dans un lave-auto. Il m'envoie parfois des courriels pour demander de tourner la page. Je les envoie dans le dossier des indésirables. Tourner la page est un mythe. L'indifférence est la réalité. Glenda est toujours quelque part en Floride. Je ne la recherche pas. Je m'en fiche. Mes parents sont dans une maison de retraite. Je paie la facture pour le forfait de base anonymement par le biais d'une fiducie. C'est la dernière gentillesse que j'offrirai, les gardant à l'abri de la rue, mais les gardant hors de ma vie. Je regarde l'océan. Il est vaste, terrifiant et magnifique. Tout comme la liberté. Si vous écoutez cette histoire et que vous vous sentez coincé. Si vous avez l'impression d'être l'invisible, l'ouvrière, le bouc émissaire. Si vous soutenez le ciel pour des gens qui ne tiendraient pas un parapluie pour vous, lâchez le ciel. Laissez-le s'écraser. Ce sera bruyant. Ce sera désordonné. Les gens crieront. Mais une fois que la poussière sera retombée, vous serez le seul debout, et vous pourrez enfin voir le soleil. C'est Valérie, je termine ma transmission. Merci d'avoir écouté ma vérité. Et ainsi, le parcours de Valérie nous rappelle une vérité puissante. La résilience ne naît pas de la facilité, mais des épreuves qui testent le cœur même de ce que nous sommes.
Son histoire est un témoignage de la force que nous portons tous en nous, même lorsque la vie essaie de nous briser. Elle montre que l'estime de soi n'est pas déterminée par les personnes qui nous sous-évaluent, mais par le courage que nous trouvons pour nous éloigner d'elles. La vraie liberté commence au moment où nous cessons de chercher la validation de ceux qui ne font que prendre et où nous commençons à construire une vie qui honore notre propre valeur. Ce récit est aussi un rappel que les limites ne sont pas des murs. Ce sont des ponts vers une existence plus saine et plus épanouissante. La décision de Valérie de rester ferme n'était pas un acte de cruauté, mais un acte de respect de soi, une leçon pour quiconque se sent piégé dans des relations toxiques. Parfois, l'étape la plus difficile mais la plus nécessaire est de lâcher ce qui ne nous sert plus, même si cela signifie marcher vers l'inconnu. Et vous? Avez-vous déjà dû revendiquer votre valeur ou fixer des limites pour protéger votre paix? Partagez vos pensées ci-dessous ou commentez simplement un bien si cette histoire vous a inspiré. Maintenons la conversation vivante et rappelons-nous mutuellement de la force que nous possédons tous.